Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3. Cette semaine, le regard décalé change de ton et se met en mode 100% féminin. L'économiste Charlotte de Montpellier nous rejoint pour décrypter une actualité sous haute tension, des drones qui paralysent la Belgique, un budget qui patine et pendant qu'on hésite, les États-Unis qui foncent dans la révolution technologique et redessinent notre avenir économique. Pas de complaisance, pas de drama inutile, un regard lucide, éclairé et féminin sur un monde qui bouge vite. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour Charlotte de Montpellier. Bonjour. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir soumettre l'actualité à un regard féminin. On est quand même dans une actualité très anxiogène, alors je me dis C'est que vrai. peut-être un peu de féminité là-dedans pourrait adoucir tout ça. Alors il y a évidemment des grands thèmes d'actualité dont il faut qu'on puisse discuter. Le premier d'entre eux, c'est un peu la saga de la semaine, hein, ces survols de drones un petit peu partout en Belgique qui font un petit peu paniquer tout le monde. C'est vrai qu'on pense beaucoup à la sécurité du pays, mais il y a aussi un impact économique très important avec ce survol de drones. Oui, bien sûr, hein, c'est sûr que quand on a une menace sécuritaire qui met à l'arrêt des entreprises, comme on l'a vu avec les aéroports, ça a un coût économique, ça c'est très clair. C'est pas seulement l'aéroport qui doit s'arrêter de fonctionner, c'est aussi simplement tous les gens qui ne peuvent pas aller là où ils doivent aller, et ça peut avoir des impacts en chaîne sur l'économie. Donc, ce genre de menace, ce genre de perturbation finalement de la conduite normale, hein, du monde et de l'économie, a un impact très clairement. Je pense que l'impact finalement, il est peut-être plus large que juste, voilà, le nombre d'heures de fermeture de l'aéroport de Zaventem ou de l'aéroport de Liège. Je crois quand même que ça montre quand même très clairement qu'on est quand même dans un monde qui a changé finalement, avec une menace géopolitique qui est là, qui reste là, qui ne disparaît pas parce qu'on parle moins de l'Ukraine aujourd'hui ou parce qu'on parle moins du conflit X, Y ou Z. On a une menace finalement géopolitique qui est là, et cette menace géopolitique, elle a des impacts diplomatiques, mais aussi des impacts d'un point de vue économique. Et finalement, pour l'économie mondiale et l'économie belge certainement, c'est un monde qui est plus perturbé, où il y a plus d'incidents qui peuvent mettre les choses à l'arrêt. Et ça, c'est sûr que c'est difficile à gérer. C'est difficile à gérer pour les entreprises. Et ça a un coût effectivement économique majeur. Et je pense que finalement, ça montre bien les difficultés de ce monde actuel, avec des éléments imprévisibles comme ça qui ont un impact économique. Et voilà, on a une fois de plus la preuve de ça. Est-ce que c'est tellement imprévisible? Parce que moi, j'ai quand même l'impression que l'utilisation de drones, c'est vraiment pas neuf dans les conflits et dans la menace. Et j'ai l'impression que nous, en Belgique, c'est comme si on découvrait, on n'est même pas armé pour se protéger contre ces drones. Je ne pense pas qu'on peut parler de quelque chose d'imprévisible dans la mesure où tout le monde sait bien que c'est possible. Hein, techniquement, c'est imprévisible dans la mesure où on ne sait pas quand ça arrive et on ne sait pas pourquoi c'est maintenant la Belgique qui est survolée et pas un autre pays. Donc là, de ce point de vue-là, c'est imprévisible. Et même si on connaît la technologie, ça reste toujours imprévisible. Quel jour il y a des survols, on n'en sait rien. Hein. Je pense que finalement, ça montre bien que de nouveau, les Européens, de manière générale, et la Belgique, ont été assez relax, complaisants finalement face à la question militaire, la question géopolitique pendant des années et des années. On a sous-traité la défense aux États-Unis et on se dit finalement tout ce genre de problème, c'est pas pour nous, c'est loin. Depuis le début de la guerre en Ukraine, on le voit très clairement, c'est pas si loin, et certainement ça nous impacte directement. Et je pense que finalement, ça explique aussi pourquoi les États européens, ils se retrouvent maintenant un peu au pied du mur, de devoir dépenser davantage pour la défense, simplement parce qu'on ne peut plus compter que sur les États-Unis pour nous aider. Et donc, cette idée d'avoir un objectif de dépenses militaires de l'ordre de 5% du PIB, qui a fait l'actualité cette année, mais qui a un impact effectivement sur les questions budgétaires, bien entendu, parce que si on dépense plus là, qu'est-ce qu'on fait avec notre budget? Mais je pense que finalement, c'est une fois encore la réalisation d'une réalité et qui nécessite de vite rattraper le coup et de changer la donne, de dépenser plus pour la défense. On est probablement trop tard, d'autres le font depuis beaucoup plus longtemps, ils sont donc plus prêts. Mais bon, c'est un peu l'histoire éternelle de l'Europe. On est tard, et puis quand il y a une menace effective, on commence à accélérer, c'est ce qu'on voit. Et donc, cette question finalement que certains partis politiques ont remis en cause, quand on a commencé à dire les Européens doivent dépenser 5% du PIB pour la défense. Certains partis disaient ça n'a aucun sens, c'est mieux de préserver le pouvoir d'achat ou les pensions. Mais en fait, on voit effectivement, on ne sait pas avoir une économie qui soit prospère, des gains de pouvoir d'achat,
si on a des menaces de défense. Donc, on n'a pas envie de dépenser pour notre défense. Mais attention, c'est une condition sine qua non pour pouvoir avoir une économie qui fonctionne. Et là, ça rend les choses compliquées. Après, ces politiques pensaient peut-être que la complaisance de la Belgique permettrait d'éviter la menace. Finalement, pourquoi cette Belgique est menacée aujourd'hui? Je pense qu'il y a autant d'explications que ce qu'on peut trouver d'analystes géopolitiques. Euh, on est dans un monde finalement qui est plus lié à des menaces. Donc, il y a plus de menaces entre différents blocs Tout le monde, oui. pour tout le monde. On sait que effectivement en Europe, on a ce voisin russe qui est en guerre en Ukraine et l'Europe soutient l'Ukraine. Et donc, effectivement, il y a cette menace-là. Et puis, la Belgique est caractérisée par le siège de l'OTAN, des bases militaires américaines. Donc, je veux dire, on est un peu au centre du jeu. Alors, c'est pas que notre État en tant que tel a un pouvoir incroyable sur le monde, mais notre géographie et l'endroit où on se trouve a de l'importance d'un point de vue global. Et donc, je pense que c'est lié à ça. Après, évidemment, je suis pas experte en stratégie militaire, et peut-être qu'on ne se rend pas compte à l'heure actuelle de la raison qui justifie ça maintenant. Mais finalement, c'est le principe d'une menace géopolitique. C'est qu'on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quand, on ne sait pas d'où ça vient, mais en attendant, on doit être prêt à y faire face. Certains évoquent aussi le fait que ce soit en Belgique que les avoirs russes sont gelés et que du coup, alors je précise ça quand même, on ne sait toujours pas si c'est la Russie qui fait survoler ces drones, hein. Mais imaginons, gardons le scénario, est-ce que ces avoirs russes gelés chez nous sont effectivement un danger? Je pense qu'il y a effectivement des questions légales assez importantes et ça explique pourquoi le Premier ministre et finalement le gouvernement ont été très prudents quand les Européens ont voulu utiliser ces avoirs russes gelés pour financer l'effort de guerre ukrainien. Euh, je pense que là-dessus, effectivement, on est là, mais c'est un peu par hasard finalement qu'on a Euroclear ici. On aurait pu l'avoir en France ou en Allemagne finalement, et que du coup, ça nous met un peu dans l'actualité. Et ça explique pourquoi, comme on a tellement d'incertitudes, la question de qu'est-ce qu'on fait de l'argent qui est gelé, qu'est-ce qu'on fait des sanctions d'un point de vue global, nous met un peu au devant de la scène. Après, je pense que c'est une des raisons parmi tant d'autres et que la géopolitique ne se détermine jamais par une seule chose. C'est une multitude de facteurs qui font que la menace augmente. Ce qu'on sait effectivement, c'est que la menace a augmenté. Cette menace qui augmente, ça a un coût économique. Ça explique pourquoi il y a des dépenses de défense qui doivent être augmentées, bien sûr, parce qu'on a besoin de stabilité d'un point de vue de la paix. Et ça explique les questions budgétaires difficiles de la semaine. Ah ben justement, parce que là, le ministre de la Défense parle de 50 millions pour pouvoir s'équiper de fusils anti-drones qu'on n'avait pas, de brouilleurs qu'on n'avait pas. 50 millions, alors qu'on parvient déjà même pas à boucler un budget. Comment est-ce qu'on va faire? Oui, ben voilà, ça c'est la grande question. Et bon, ça fait partie de tout ce qu'on essaie de faire. Donc, on est maintenant dans une situation où, d'un point de vue du budget de l'État, on doit faire des économies. Enfin, en tout cas, on doit réduire le déficit, parce qu'on a pour l'instant des dépenses qui sont bien plus élevées que les recettes. Et en réduisant ce déficit, on doit dépenser davantage pour l'armée. Et donc, effectivement, ça rend les choses extrêmement compliquées. Et on l'a vu, alors qu'on a un gouvernement de plein exercice qui avait un accord de gouvernement, avait une idée de la situation, ne parvient quand même pas à s'accorder finalement sur comment on va faire pour financer cet effort de guerre, réduire le déficit et finalement gérer la dette. Et là, c'est clair qu'on est dans une situation complexe. Alors bon, on parle de 500 millions, d'efforts de 10 milliards, enfin je veux dire, tous les chiffres circulent. On sait qu'on est un des États qui ont le plus de taxation au monde, donc ça c'est clair, ce qui explique notamment la position du MR de vouloir finalement réduire plutôt les recettes. On sait aussi qu'on est un État qui est en plusieurs couches d'un point de vue institutionnel. Et donc, dire on réduit les recettes, c'est bien facile, mais c'est un peu, ça demande que tous les niveaux de pouvoir s'accordent sur une réduction des dépenses. Tous les niveaux de pouvoir doivent s'accorder sur cette réduction des dépenses. C'est extrêmement difficile d'avoir un consensus. Et donc, on se retrouve quasiment toujours à augmenter les impôts pour faire face à une situation budgétaire dégradée. On l'a vu de nouveau cette semaine que ça rend les choses extrêmement tendues. Que concrètement, comme on n'a pas de budget, on va commencer l'année 2026 avec un budget d'affaires courantes, on va dire, malgré qu'on ait un gouvernement. Et les questions budgétaires, elles doivent être tranchées, selon ce qui a été dit au roi, d'ici la fin de l'année. Mais bon, je veux dire, il y a pas de miracle à attendre. Ça fait des semaines que Bardo-Wever donne des deadlines qui ne sont jamais respectées. C'est vrai que cette semaine, cette attaque de drone supplémentaire qui vient réclamer 50 millions minimum pour se défendre
vient encore alors ça donne un peu de répit peut-être à Varda Weaver, mais Oui, est-ce que peut-être. est-ce qu'on peut se dire qu'effectivement, il y a moyen de trouver une solution d'ici la fin de l'année et en l'occurrence, une solution urgente pour nous protéger? Oui, c'est ça. Mais donc je pense que ça a le mérite de rendre peut-être les choses un peu plus claires dans le sens où on peut pas dire: «Faisons un budget, mais tant pis, finalement, on va dépenser moins pour la défense que ce qu'on avait prévu». Je veux dire, là, c'est très clair on a besoin d'augmenter nos dépenses en termes de défense et donc finalement, ça rend, le point de départ assez clair. Mais bon, le point de départ clair, ça ne solutionne pas le problème, hein, et donc on a effectivement un vrai problème pour établir ce budget, un budget qui soit crédible. Je rappelle quand même que le fait de ne pas avoir un budget, ça a des impacts, hein, économiques, hein. C'est pas non plus, juste on parle d'argent, on parle de réforme et finalement, on verra bien à quelle sauce on est mangé. Tout ça, ça a un impact. On a déjà vu que, par exemple, l'État belge s'endette à un niveau plus élevé, hein, donc ça veut dire qu'on paye plus cher pour notre dette et donc, finalement, on aggrave le problème avec les mois qui passent, et on sait bien que les marchés, les agences de notation, ceux qui nous prêtent, hein, ce ne sont pas les Belges qui prêtent la plupart de la dette de l'État, c'est à l'étranger, eh ben, ils ont besoin de certitudes sur comment on va gérer notre situation. Donc, c'est le passé qui a été mal géré qui nous amène à la situation actuelle. En attendant, c'est pas que on va tout d'un coup avoir une solution miracle. Finalement, faisons ça, ça va aller. Ça va être extrêmement difficile. On n'est pas les seuls, hein. La France est exactement dans la Ouais, même ouais, dans la situation de finances publiques qui se sont tellement dégradées ces dernières années que l'effort est extrêmement dur à mettre en place et qu'il n'y a pas de bonne solution. Parce que tout type d'effort va avoir un impact économique. Et donc là, on doit chercher finalement ce qui a le moins d'impact économique, mais ça a toujours un impact. C'est ça qui est un peu le drame. On parle souvent des États un peu comme des entreprises mal gérées, hein, pour le coup, en se disant que si ça devait se passer dans des entreprises privées, ce serait pas du tout la même chanson. Ça me permet de faire une petite transition vers cette autre information. Jeudi soir, le conseil d'administration de Tesla a validé le super salaire d'Elon Musk. On parle de 1 000 milliards de Mm. dollars en 10 ans. L'objectif, motiver Elon Musk. Alors, bon, moi, je suis ma propre patronne, mais je me dis: «On peut tous aller réclamer chez notre patron un petit salaire de motivation dans ces cas-là, non?» Oui, ce sont des montants surréalistes, hein, on est d'accord. Après bon, pour être très clair, c'est pas un montant qui est payé cash, hein, déjà, Ouais, c'est, une participation à son entreprise, donc finalement, voilà, c'est le c'est date. pas de l'argent, voilà, c'est pas de l'argent qui est donné comme ça, hein. Et surtout, cette rémunération attendue, elle est basée sur des objectifs excessivement ambitieux. Donc c'est vraiment, c'est pas le salaire qu'il a d'office à la fin de l'année ou du mois, c'est un salaire, une rémunération qui est liée à des objectifs très ambitieux. Un petit chiffre, hein, donc aujourd'hui, Tesla, c'est 1 500 milliards de dollars. L'objectif pour qu'il ait sa rémunération, c'est que ça arrive à 8 500 milliards de dollars d'ici 2035. Donc, ça doit faire x7 en très gros, hein. Alors bon, des entreprises qui font x7 en 10 ans, c'est quand même pas si fréquent, hein. Donc, ce sont des objectifs qui sont extrêmement ambitieux. Surtout que Tesla est quand même pas au Voilà. sommet de sa gloire en ce moment. C'est ça. Et donc, bien sûr, il y a toutes des questions de leur business model qui est en train d'un peu évoluer vers beaucoup plus de robotique, de l'intelligence artificielle, hein, finalement. Mais donc, il y a vraiment, enfin, je veux dire, le fait est que c'est pas sûr qu'il va récupérer cette rémunération. Ça a été voté à l'Assemblée générale, donc les actionnaires se sont accordés sur le fait que c'est OK. Leur idée étant de dire que si effectivement il arrive à atteindre ces objectifs extrêmement ambitieux, ben, ce sera bénéfique pour les actionnaires et qui peuvent rémunérer autant, hein, je veux dire, de toute façon, ils y gagneront. Donc finalement, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas lui proposer ça? Si on arrive à ces objectifs, ils seront gagnants. Donc c'était un peu cette idée-là qui a été mise en avant. Alors on sait que certains actionnaires étaient moins pour, hein. On a notamment le fonds souverain norvégien, hein, qui est un grand investisseur dans Tesla, qui lui voulait voter contre d'un point de vue de l'éthique, hein. Et donc effectivement, et ça a été voté qu'à 75%. Dans l'absolu, bon, d'un point de vue des actionnaires, c'est assez rationnel de dire que si on arrive à de tels niveaux, ma foi, peu importe combien est payé le CEO, ça change rien. On aura quand même eu des vrais gains pour les actionnaires. Euh, Évidemment, tout ça est très incertain, et je pense que c'est un peu aussi une des actualités de la semaine, hein, l'incertitude de ces montants absolument gigantesques qui sont investis, qui sont dépensés dans les entreprises technologiques américaines. Donc on parle de Tesla, mais je veux dire c'est le même cas pour tous les M7, hein, les Magnificent Seven. On a vraiment des montants absolument, on parle en trillions, hein, donc en anglais. Donc je veux dire, on est vraiment dans des montants complètement fous d'investissement.
Alors, sur papier, le potentiel de tout ça est énorme. Ça veut dire qu'ils sont effectivement dans une révolution technologique qui a la possibilité de changer fondamentalement les choses, hein. Et ce sont des entreprises qui, pour la plupart, sont déjà fortement rentables. Donc, il y a quand même quelque chose déjà et le potentiel d'avoir beaucoup plus. En attendant, ça reste des valorisations extrêmement élevées, hein, et c'est quand même un pari sur le futur de cette technologie. Si ces technologies, elles déçoivent et si Elon Musk n'est pas capable de développer, parce qu'il veut développer des robots humanoïdes, des taxis Qui roule tout qui seul. roulent seuls. Voilà, s'il n'est pas capable de développer comme il l'annonce d'un point de vue technologique, hein, évidemment, il n'aura pas sa rémunération et il y aura probablement un peu de déception, hein, dans les valorisations de ce genre de valeurs. Je pense que c'est assez finalement intéressant ce qui se passe là-bas. Des montants sont gigantesques, surréalistes et on peut se poser d'autres questions. Oui, parce que pour ramener les 1000 milliards, ça ferait 275 millions de dollars par jour en Oui. rémunération. Enfin, je veux dire, c'est assez rentable. Et à un moment donné, on en a beaucoup parlé, il investit énormément dans la technologie, dans l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que le retour sur investissement arrivera? Beaucoup craignent aujourd'hui que finalement, il y ait eu un emballement excessif, hein. Oui, oui, bien sûr. Et il y a ces craintes de bulles qui existent de façon très large. On en a encore parlé largement cette semaine. On ne peut pas s'assurer. C'est le principe. C'est un pari pour l'avenir. En l'occurrence, pour Elon Musk, la question est vite réglée. S'il n'y arrive pas, il n'a pas sa rémunération. Ça s'arrête là. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. D'un point de vue plus général sur les valorisations de ces entreprises cotées en bourse extrêmement élevées sur base des profits futurs qui devraient être élevés, évidemment, il y a des questions. Si la technologie est aussi prometteuse effectivement réalise ce qu'elle promet aujourd'hui, Ouais. il n'y aura pas de problème. Mais évidemment, le risque, c'est d'être déçu sur la technologie. Je pense que, comme toujours, quand on a des changements technologiques, il y en a qui sont survalorisés et qui vont se prendre des claques à force, mais il n'y a rien à faire. On est quand même face à un changement radical du monde. Et ça reste. Et ça veut dire effectivement qu'il y aura aussi des gagnants. Donc voilà, ça c'est un peu la situation. Moi, ce que je retire quand même de tout ça, c'est que tout ça se passe aux États-Unis. Je veux dire, on a une révolution incroyable, on a des choses qui changent super vite, parce qu'on parlait des taxis qui roulent tout seuls. Je veux dire, aux États-Unis, c'est la réalité. Ouais, Les taxis roulent déjà tout seuls dans plein de villes, hein, donc c'est pas une idée saugrenue sur un parking de centre commercial, quoi. On parle de ça dans les villes. Moins d'accidents d'ailleurs que les taxis conduits par des humains. Toutes ces technologies, toutes ces évolutions, ça se passe aux États-Unis. Il n'y a rien qui se passe en Europe, rien du tout. Et là, on est à la ramasse complète. Alors, on peut se dire, mais ils sont fous, ça c'est dans l'excès. En attendant, toujours est-il que même s'il y a eu des excès, même si on pourrait avoir des entreprises qui sont perdantes dans l'affaire, le progrès se passe là-bas. Et ce progrès, il aura un impact économique à terme, hein, sur l'activité économique, sur finalement la façon dont fonctionnent les économies. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette divergence qu'on observe déjà depuis quelques années entre les États-Unis et l'Europe, elle va que s'accroître. Elle ne peut que s'accroître. Et nous, on est à la ramasse et on va rester à la ramasse. Malheureusement, dans l'état actuel, on n'a pas de chance de rattraper cet effort-là. Mais bon, ça a des implications sur tout le monde, hein. Je veux dire, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fameux gâteau qu'on doit se partager, trouver de l'argent pour la défense, pour les pensions, pour les salaires, etc. Ce gâteau-là, aux États-Unis, il est en train d'augmenter de manière forte. Et en Europe, il n'augmente pas. Et donc, on aura toujours des problèmes budgétaires, alors que là-bas, ils ont un énorme potentiel. Et là, ça, pour le coup, c'est assez inquiétant pour l'avenir. Et je ne parle pas des 2 prochaines années, mais des 10 prochaines années, qu'on soit à ce point en dehors de la révolution technologique actuelle qui se passe entre la Chine et les États-Unis, très clairement. Eh bien, c'est là-dessus que nous allons devoir conclure cet épisode. Merci beaucoup, en tout cas, Charlotte, pour ce regard bien clair sur l'actualité. Et on se retrouvera très, très prochainement. À bientôt, avec plaisir. Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3.